À propos de François Hollande, je voulais revenir sur un moment qui peut paraître anecdotique, mais qui est quand même lourd de sens, car c'est un moment où vous avez fait de l'humour et ça vous arrive pas souvent de faire de l'humour. Enfin, du moins. Ça, j'arrête Vous l'humour. arrêtez. Je sais de quoi vous allez parler. Vous allez arrêter l'humour. Alors pour les téléspectateurs, donc après la mort du NPS, vous raillez Ségolène Royal à la présidentielle de 2007. Vous êtes son porte-parole et là, vous faites une blague et on verra si elle fait rire. On verra si elle vous fait rire. Ségolène Royal n'a qu'un seul défaut, c'est son compagnon. Silence sur le plateau, la bourde est évidente. Il y a plein de sous-entendus. Je pensais vous faire rire. C'était pour rire. Mais la blague ne fait pas rire Ségolène Royal. Au moment où certains dénoncent un trou d'air dans la campagne socialiste, verdict, 1 mois de suspension pour Arnaud Montebourg, histoire de remettre de l'ordre dans son équipe. Je rétablis de l'ordre juste. Et j'exerce mon autorité juste. Voilà. Bah vous riez encore alors, finalement. Faut rire de ses propres erreurs. C'est mieux, non? Vous ne croyez pas? Pour éviter qu'elles ne se reproduisent. Bon. C'était un moment difficile dans la campagne, parce que nous étions dans la confrontation permanente entre elle et lui. Hein, Ce qu'on a compris après. Oui, mais nous, on le vivait. Oui, vous le saviez. On le vivait. Et à un moment, je me suis dit, est-ce que je le dis? Je ne dis pas, oh non, je peux pas, c'est pas possible. Puis en même temps... Ah, ça vous démangeait de dire la vérité alors? Oui, j'avais envie de le dire. Mais c'était une erreur. Vous avez envie de dire quoi? Ils s'entendent pas, c'est l'enfer. Vous avez envie de dire quoi? Ben, à l'époque, il n'y avait pas de solidarité entre eux. Ouais. Donc on avait une campagne désarticulée entre la candidate et le premier secrétaire. Donc comme porte-parole, on était tiraillés entre toujours 2 positions. Donc on ne pouvait pas défendre notre position. Donc ça a été un moment très difficile pour nous de faire campagne. Et donc là, l'humour, ça a été le moyen de laisser sortir... L'humour, c'était une manière de dire laissez-nous tranquilles, quoi, qu'on essaie de gagner cette présidentielle. Mais on n'y arrivait pas. Et comme vous faites, visiblement, c'est une des rares fois où vous avez fait de l'humour, vous en faites très rarement. Pourquoi? Comment, je vous fais pas rire? Là, si, j'ai réussi tout à l'heure. Si, ça y est, voilà, ça y est, vous me faites ça vient. rire parce qu'évidemment, du coup, je ris parce que je vous dis, on va être... Non, mais vous faites pas de blagues, vous n'êtes pas du genre blagueur, c'est pas votre... Écoutez, j'essaie de m'atteler sérieusement voilà. à un chantier immense qu'est la Nouvelle-France. C'est pas une petite affaire. Ça suppose d'abord un peu de sérieux, mais aussi un peu aussi de liberté. Donc les deux alliés, je crois qu'on devrait pouvoir arriver à s'entendre. Nous sommes en 2008 et là, le Parti socialiste cherche un successeur à François Hollande et vous annoncez votre désir de devenir premier secrétaire. Alors pour ceux qui auraient des doutes sur la suite, je rappelle que c'est finalement Martine Aubry qui a été désignée. Mais quelques mois avant, rien n'est joué. On va revenir sur cet épisode commenté par le journaliste expert SPS François Bazin. L'histoire retiendra peut-être que le prochain congrès du PS a commencé à se jouer dans un restaurant de La Rochelle. Martine Aubry convie à sa table ses nouveaux soutiens, ceux qui sont prêts à l'aider à devenir la prochaine patronne du PS. Les Français nous regardent et disent où sont les socialos? Vous parlez tous de manière différente. Moi je dis aujourd'hui nous devons dire nous et nous devons d'abord montrer qu'il y a une autre perspective. Entrée, plat, dessert, mais pas pour tout le monde. En principe, son couvert à lui aussi aurait dû être mis. Pierre Moscovici découvre en fait que ses propres alliés, comme Arnaud Montebourg, mangent désormais sans lui. Pour lui, cette alliance au restaurant, c'est de la cuisine. Mieux vaut déjeuner avec des amis. Ça fait plaisir. Alors dans le reportage, on cite Arnaud Montebourg, mais il y a aussi Jean-Christophe Cambadélis. Qu'est-ce qui s'est passé là en coulisses à La Rochelle? C'est la suite de ce que on disait tout à l'heure. C'est les grands l'ont pas choisi. Les Strauss, Fabius, puisque c'est eux qui font ce qui deviendra le pacte de Marrakech, ont choisi quelqu'un d'autre. Ils ont choisi de se mettre, de propulser Martine Aubry au poste de premier secrétaire. Et dans ce parti qui fonctionne en bande, ou en clan, ou en courant parfois, en l'occurrence c'était pas encore un courant, il avait tout d'un coup, il avait pris sa place. Je l'ai rarement vu aussi mal à l'aise et aussi malheureux. Et en même temps, c'est peut-être là où il a cette émancipation dont il parlait tout à l'heure et qu'il attend aussi fortement. Finalement, c'est les autres qui lui ont obligé à ça. Ils l'ont mis dehors. Il n'était pas de la bande.
Voilà, alors il le dit brutalement, ils vous ont mis dehors, il n'était pas de la bande, vous l'aviez... Non, c'est pas tout à fait exact. Hein. D'accord. Je connais le talent narratif de François Bazin, sa gentillesse coutumière. Mais c'est pas D'accord, comme vous ça trouvez que que c'est méchant ce qu'il dit? Non, mais c'est du François Bazin. D'accord. On se connaît depuis longtemps, effectivement. Mais c'est pas comme ça que les choses se sont passées. J'avais ma place dans la bande. Martine Aubry m'avait proposé d'être numéro 2 du parti, Dominique Strauss-Kahn m'y poussait, Laurent Fabius y était prêt, les Strauss-Kahniens étaient avec moi. C'est moi qui n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu être de cette bande. Quand on a créé ce pôle reconstructeur, on était encore dans les lendemains du référendum sur l'Europe, on avait eu la défaite de 2007. Ça ne me paraissait pas être justement un pacte de renouveau ou un pacte de cohérence. Et donc je ne voulais pas en être. C'est pas qu'il m'avait viré, c'est moi qui ne voulais pas. D'accord. Alors après, ce qui est indéniable, c'est que par ailleurs, il y a eu des trahisons de gens qui étaient avec moi. On souriait de voir Arnaud Montebourg ou Jean-Christophe Cambadélis qui, la veille, disaient que j'étais formidable et qu'ils allaient être avec moi. J'ai été un peu poignardé. D'accord, Bon, oui, quand même. Quand même. Mais pas parce qu'ils ne voulaient pas de moi. Parce que moi, je n'avais pas accepté les codes. Je n'avais pas accepté les clans. Parce que j'avais voulu, moi, qu'il y ait un vrai renouveau réformiste dans ce parti. Juste pour qu'on comprenne, parce que du coup, ce retournement qui a quand même propulsé Martine Aubry, et donc c'est important pour la suite de l'histoire. Je n'en étais pas. Donc eux, vous dites la veille au soir, donc à La Rochelle, ils vous soutiennent. Oui. Le lendemain matin, ils rejoignent Martine Aubry, et vous, ils vous ont dit quoi entre les deux pendant la nuit? Rien. C'est simple. Ça a été un mauvais coup. La question que ça peut poser concerne vos relations avec Dominique Strauss-Kahn, puisqu'on imagine que derrière ça, ce soutien ou non des Strauss-Kahniens à votre candidature, mais il y avait Dominique Strauss-Kahn qui tirait les ficelles depuis Washington, et donc finalement, dont vous étiez très proche, donc c'est lui qui vous a un peu lâché, non? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là avec lui? Écoutez, en tout cas, la seule chose qui m'a fait mal là-dedans, c'est pas ces images. Ce qui m'a blessé, c'est autre chose. C'était mon rapport avec Dominique Strauss-Kahn. Un rapport de mentor, pour le coup. Lui m'a connu comme le petit Pierre. C'est lui qui m'a fait venir au Parti Socialiste. J'ai été son étudiant. Quand il était un jeune prof, il devait avoir 33 ans, je devais en avoir 24. Et puis pendant 25 ans, toutes les semaines, on s'est vus toutes les semaines, on a passé des vacances ensemble, on avait des relations intimes. Et c'est lui qui, à un moment donné, a décidé, Jean-Christophe Cambadélis et d'autres n'ayant été que les instruments de ça, que non, c'est pas comme ça que ça devait se passer. Et ça a marqué entre nous un éloignement personnel et politique, mais d'abord personnel, qui, c'est vrai, je l'avoue, parce qu'il ne faut pas faire semblant de ne pas avoir d'affect ou de ne pas avoir d'amis, m'a fait de la peine, oui, mais on s'en remet. D'accord, oui, on s'en remet. Donc en fait finalement. Et on passe à autre chose. D'accord. Oui, ne vous inquiétez pas, on va passer à autre chose nous aussi. Mais non, donc avant tout. je suis passé à autre chose. Vous êtes passé à autre chose. Nous aussi, d'accord. Mais là, ça a été en fait la vraie rupture avec Dominique Strauss-Kahn. Ça a été à ce moment-là, alors, si on comprend bien. Ça a été un éloignement personnel, indéniable. D'ailleurs, pendant 2 ans, nous qui nous fréquentions, nous parlions tout le temps, nous qui avions, pour le coup, ce lien d'intimité très fort, et aussi de ma part une reconnaissance que d'ailleurs je n'abandonne pas, parce que je sais que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Enfin, en même temps, les comptes sont soldés. Tout à coup, voilà, on ne se parle plus. Pendant 2 ans, on ne se parle pas. Ah bon, vous ne parliez plus Non, pas un texto. Ah bon? Non. De 2008 à 2010, jusqu'à ce qu'ils veulent revenir à Paris. Rien. Pas un texto, pas un SMS, c'est la même chose. Pas un mail, pas un coup de fil. Rien, de rien, de rien. Si, il m'a invité à son anniversaire quand il a eu 60 ans. Ça devait être en 2009. Et c'est vous qui étiez à l'origine de ça, ou c'était lui? Je ne sais pas, on s'en expliquera peut-être un jour, sûrement un jour, tous les deux. Moi, je pense que j'ai été simplement, comme doit l'être un homme de 50 ans à l'époque, qui, voyant que le patron, il l'était pour moi, part à Washington, se dit « c'est à nous, dans la vie politique française, de jouer notre rôle. C'est à cette génération ». On va revenir à vous, à votre discours. On a vu qu'il était parfois subtil, pas toujours manichéen. Et alors, on a retrouvé un moment où il était non seulement subtil, mais aussi extrêmement à contre-courant. Un petit extrait, ça date de 2008, qu'on a fait commenter toujours par notre spécialiste Stéphane Courtois. C'est à propos de la Chine et du Tibet. On va se marrer là. Je sens ça.
le Dalai Lama n'est pas le très très gentil qui est mis en scène. Parce que comme on a tous lu Tintin au Tibet, on s'attend à tout moment à le voir léviter. Voilà, bon, et ben moi je marche pas. Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas sur le Dalai Lama? Qu'est-ce que les médias ne disent pas sur le Dalai Lama? D'abord, nous devrions cesser de dire des choses. Le Tibet a été envahi en 1959 par les Chinois. Non, les Chinois étaient là depuis le XIVe siècle. Le Tibet est dans la Chine depuis plus longtemps que Besançon dans la France. Bon, primo. Segundo, en 1959, le choc vient entre les communistes et les Tibétains. Vous voyez, je dis les communistes et les Tibétains, je ne nous implique pas autour de cette table. Parce que le Dalai Lama et les autres refusaient d'abolir le servage. Parce qu'ils considéraient que ça faisait partie de leur tradition culturelle, liée au fait qu'il faut bien que pour que plusieurs milliers de bons ariens passent leur journée à faire des prières et agiter des moulins à prière, les autres bossent et les fassent bouffer. Là, vous parlez des moines, là. Oui, je parle des moines, bien sûr. J'ai pas un discours pour mon pays, un discours pour les autres. Mais quand des moines... c'est bien pour vous. Alors, on n'a rien à fiche, les Tibétains, je m'en tape. Ils ont qu'à manger de la religion du matin au soir. Ce que je veux pas pour mon pays. Mais quand ces moines sont, par exemple, en Birmanie, une force qui peut faire progresser la démocratie, est-ce que il reste des bons ariens, ou en tout cas l'expression d'une forme de pluralisme? Mon expression est rapide, elle est conforme à mon personnage. Il y a une formule amusante, il dit « Mon expression est rapide, elle est conforme à mon personnage ». C'est intéressant ça, non? C'est très intéressant parce qu'il y a un Mélenchon... Il y a un Mélenchon privé, Jean-Luc Mélenchon de son état civil, et puis il y a le personnage politique, ce qui est normal d'ailleurs, qui a pris une certaine posture. Là, il y a le Mélenchon privé qui regarde le Mélenchon posture en disant les bons ariens, peut-être j'y vais fort. Ouais, exactement. Il sent que peut-être il a mordu un petit peu la ligne jaune, donc il revient en arrière. Mais ça montre aussi qu'il contrôle de près son discours. Et qu'en plus, il se permet un peu d'ironie à l'égard de lui-même. Bon. Vous ne me repeindrez pas en fusilleur chinois, simplement parce que j'émets une pensée critique sur tout ça. Vous ne me repeindrez pas en fusilleur chinois parce que je critique les bons ariens du Dalai Lama. Donc voilà, c'est pas parce qu'on critique les uns qu'on est forcément du côté des autres. Là, c'est subtil. Oui, c'est subtil, mais c'est aussi une manière subtile d'évacuer le problème, qui est que quand même, les Chinois sont tout simplement en train de liquider les Tibétains. En tant que culture, en tant que peuple, etc. Et ça, on voit bien que, ils n'acceptent pas cette identité des Tibétains. Et donc, s'il fait ça, selon vous, c'est quoi? C'est quelque chose d'épidermique ou c'est tactique? Non, je crois que c'est le résultat de toute une formation. C'est-à-dire, bien sûr, il y a des peuples qui vivent de telle et telle manière, mais la modernité doit passer. Alors, la modernité doit passer, donc, s'il y a comme on disait dans le temps, chez les communistes, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, alors pour que le Tibet soit modernisé, il faut que les Chinois passent par là, tant pis pour les Tibétains. Alors c'est vrai, c'est ça, le fond de la pensée du Mélenchon personnage, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs? Non, non, pas du tout, c'est une formule horrible, et comme philosophe, j'ai pris position depuis très longtemps entre le Léon Trotsky de leur morale et la nôtre et les militants et leur morale de Colette Audry. Je suis avec Colette Audry, je crois au principe de la morale et de la responsabilité individuelle dans toutes circonstances. On sauve l'œuf quitte à rater l'omelette, quoi. Ouais. D'accord. Non, alors après, quand il y a de la dérision quand je dis c'est conforme à mon personnage, c'est de la double dérision, c'est le personnage que vous croyez que je suis. Mais là où il se trompe, c'est pas que j'essaye de dévier le problème, c'est que j'aime entrer dans le vif d'un sujet et faire que l'esprit est marqué. Hein. Je dis c'est un ramassis de bons ariens. Maintenant, les yeux dans les yeux, je vais vous dire ce que j'en pense. Ce sont des bons ariens, doublés d'abrutisseurs. Si je comprends bien, là, il n'y a pas le Mélenchon privé qui se dit que le Mélenchon personnage est allé un peu loin. Mais c'est vous qui le dites, puisque vous dites mon expression est rapide, elle est conforme à mon personnage. Oui, parce que mon personnage est rapide, parce que je ne biaiserai pas. Tout ce que je viens de vous dire là en 30 secondes, j'aurais pu l'enrober. J'aurais pu dire ça plus gentiment. D'un certain point de vue, on doit s'interroger, savoir s'il est normal que des enfants soient mis en mode... Enfin, chacun a ses traditions. Bon, mais chacun a ses traditions, sa nuance... et ça nous ramène à l'omelette. Je ne suis pas pour nuancer. Je ne suis pas pour nuancer. Mais en même temps, vous qui êtes quand même un adepte de la subtilité et de la rhétorique, vous savez bien que c'est pas qu'en disant ça, quelque part, ça revient, même si vous dites les tirailleurs chinois, ça revient par certains côtés aussi à exonérer les Chinois. Et c'est ce qu'on comprend dans ce que vous dites. Et on voit mais bien, ça m'est égal.
Ah, ça vous égale? Complètement. Ça fait réfléchir, c'est tout ce qui compte. On peut reprendre les choses dans l'autre sens. C'est pas forcément parce qu'on critique l'attitude des Chinois au Tibet qu'on défend les... Ah, ben c'est déjà un grand progrès, parce que c'était pas ça la musique la dernière fois. Voilà. Quant à ce que font les Chinois au Tibet, ben, je vous invite à lire tous ceux qui y vont. Lire Tintin au Tibet, non? Non, pas Tintin au Tibet, ça c'est un beau souvenir pour tous. D'ailleurs, vous savez, le principal personnage de Tintin au Tibet, c'est pas le Dalai Lama, c'est le Migou, c'est-à-dire l'abominable homme des neiges. Vous voyez? Je voulais revenir à un moment, le moment où vous êtes apparu sur la scène médiatique, c'était en 2002, juste après que votre père ait été qualifié pour le second tour, et vous étiez notamment face à Jean-Luc Mélenchon. Déjà. On a dit dans cette émission qu'on faisait pas de langue de bois. Alors excusez-moi, mais alors moi, depuis le début de l'émission, je suis horrifié. Parce qu'entre Monsieur Bédier qui nous promet, qui va tenir ses promesses, on est très content. Hein. Bon, il souffre beaucoup, Monsieur Mélenchon notamment, hein, des critiques qui sont faites aux politiques. Et pourtant, qu'est-ce que vous les méritez? Hein, parce que qui a contribué à faire croire aux Français que l'intégralité des hommes politiques était malhonnête? C'est vous, et c'est vous, parce que, mais oui, bien sûr, votre parti. Mais qui elle est celle-là? Qu'est-ce que le j'ai fait, RPR, l'UDF, le PS et le PC. Vous voulez que je vous rappelle un certain nombre d'affaires? Parce que M. Alphane ne le fera plus. Il a oublié, lui, les affaires. Il a oublié la lutte contre la corruption, puisqu'il a voté pour le premier délinquant de France. Alors, la langue de bois, eh bien, cessons la langue de bois. Vous voulez construire la démocratie? Vous voulez construire la démocratie? Vous voulez construire... Non, attendez. Vous voulez construire la démocratie? Rendez-la. C'est sûrement pas un parti anticonstitutionnel qui va venir nous parler de la démocratie. Représentative. Pas de haine. Pardon. Pas d'intolérance, monsieur. Alors là, vous faites une éruption très remarquée, on va dire. J'avais oublié d'ailleurs. Ah bon, vous avez oublié? Oui. Pourtant, c'était quand même une de vos premières... Enfin, c'est le moment qui vous a un peu révélé médiatiquement. Il y en a eu beaucoup d'autres depuis. Oui, il y en a eu beaucoup d'autres, je sais, mais le premier, souvent, on s'en souvient. Oui, mais non. Et alors, quand on voit ça, on se dit, c'est incroyable, parce qu'on a du mal à croire que c'est une de vos... Alors, vous avez déjà passé à la télé avant, mais c'est un de vos premiers j'étais déjà passé à la télévision avant, pas tellement. Hein. Ouais. Vous avez découvert une vocation à ce moment-là? Ça a été un... C'est-à-dire que... Une vocation, je sais pas, mais... Moi, j'aime convaincre, je suis sûr de ce que je pense. Par conséquent, quand on aime convaincre, on aime débattre. Voilà. Je pense que ce qu'on m'accorde, et c'est vrai depuis maintenant 10 ans que je suis sur les plateaux, c'est une sincérité. Alors, cette sincérité peut s'exprimer parfois par une certaine véhémence, d'ailleurs, sûrement. Mais je crois que ce qui manque le plus à la classe politique aujourd'hui, c'est la sincérité, c'est le sentiment, j'en parlais déjà, de cette espèce de langue de bois, de robinet d'eau tiède, où de manière interchangeable, chacun peut venir dire un discours dont on ne retient rien d'ailleurs, parce que c'est les mêmes mots, les mêmes formulations, les mêmes idées. Et je pense que c'est pour ça que, comme vous dites, nous sommes considérés entre guillemets comme des bons clients, c'est qu'aussi nous portons des idées différentes. Les Français entendent quelque chose de différent de ce qu'ils entendent sur toutes les radios de la part de tous les responsables politiques. Et ça, effectivement, aujourd'hui, ça intéresse de plus en plus. Et il faut être agressif ou pas? Non, pas obligatoirement. Parce qu'en plus, quand on est une femme, c'est différent. On est dans une posture un peu différente. Non, mais si vous voulez, il ne faut pas partir avec un a priori. Je ne serai pas agressif ou je serai agressif, c'est absurde. Il n'y a pas de raison d'être agressif, mais vous vous adaptez aussi à la manière dont vous êtes interrogé, vous vous adaptez aussi aux gens qui sont en face de vous. Vous pouvez arriver très courtoisement, mais si vous vous faites insulter, il n'y a pas de raison de ne pas réagir non plus. Hein. Alors, on va reprendre justement parce que vous évoquiez ce débat avec Jean-Luc Mélenchon. Il y en a eu un de débat avec Jean-Luc Mélenchon tout récemment. Alors là, dans une situation radicalement différente, puisque vous n'êtes plus la fille du chef, mais vous êtes la chef vous-même. Maintenant, il sait qui c'est celle-là. Il sait qui c'est celle-là, voilà. Et votre manière de débattre aussi a changé. Je vous propose de revoir un extrait commenté à nouveau par le sociologue Erwan Lecoeur. Vous avez proposé de supprimer l'aide médicale d'État aux immigrés. Madame, il n'y a rien de plus absurde qu'une idée pareille. Car figurez-vous que les microbes ignorent absolument qui a des papiers ou qui n'en a pas. L'aide médicale d'État, elle permet d'ouvrir des droits aux clandestins qui sont des droits qui sont scandaleux, monsieur. Comme les cures thermales. C'est faux. Comme, si c'est vrai. C'est faux. Comme la lutte contre l'infertilité. Non, madame. Et l'ensemble du personnel médical, Pardon, monsieur, madame, vous dira. J'ai vérifié ça parce que vous l'avez déjà dit. Mais parce que c'est la réalité. Il y a un rapport de l'IGA
Diaz qui dit que tout ça est faux. Madame, la vérité est la suivante. Dites-moi une chose, puisque vous faites sans arrêt état de vos sentiments religieux. Est-ce que vous êtes d'accord pour laisser quelqu'un qui est malade crever de sa maladie? Monsieur, je l'ai dit. Non, vous êtes pour le soigner pour la raison que l'instant d'après vous seriez Monsieur contaminé. Mélenchon, dans beaucoup de pays, vous savez, il n'y a pas d'aide médicale d'État. Et lorsqu'il y a des situations sanitaires d'urgence, ou lorsque, évidemment, quelqu'un est en situation de danger, on le soigne. Ce que je conteste formellement dans l'aide médicale d'État, monsieur, c'est qu'on rembourse 100% des clandestins, alors qu'un tiers de la population française renonce à se soigner par manque de moyens. Madame. Si ça a un rapport, pour avoir accès à l'aide médicale d'État, que l'on soit français ou immigré, c'est 634 € de revenus maximum, madame. Ça fait pas le tri entre les nationalités. Là, quand vous voyez cet extrait, vous la trouvez comment, Marine Le Pen? Elle ressemble plus à la Marine Le Pen dont les gens qui suivent le Front National parlent, c'est-à-dire quelqu'un d'assez dur, finalement. Quelqu'un qui est assez dur humainement, parce que la vie l'a faite comme ça. Là, je crois qu'on voit une Marine Le Pen qui est assez telle qu'en elle-même, c'est-à-dire quelqu'un d'assez dur, qui pense qu'elle a une forme de vérité sur le monde, qu'elle a un certain nombre de chiffres, et puis qui en face se trouve affrontée à quelqu'un qui lui dit c'est faux, sur le même ton et même aussi fortement qu'elle peut le faire assez souvent. Du coup, je pense qu'il y a... moi, je pense qu'à un moment, Marine Le Pen arrivera aussi à ce qu'on appelle un seuil d'incompétence politique. Elle arrivera aussi à cela. C'est-à-dire que les gens en face auront compris comment elle fonctionne et se seront aussi un peu préparés en fonction. Ce n'est pas la première fois qu'elle a du mal quand des gens très préparés sont en face d'elle. Elle a déjà eu du mal à plusieurs reprises en débat. Mais on continue de dire que Marine Le Pen est une excellente cliente pour 2012. Cela, pour le coup, j'ai envie de dire, je préfère le dire dans cette émission-ci, c'est aussi le storytelling de la prochaine présidentielle. Vous dites qu'il va falloir finalement, dans la perspective de la présidentielle, que je montre qui je suis. Donc ça veut dire aussi peut-être communiquer sur votre famille, vos enfants, ce que vous vous êtes toujours refusé à faire. Non, ça je le ferai pas. Alors c'est quoi dire qui je suis alors? Ça veut dire encore une fois être capable peut-être de briser cette carapace que l'on se construit quand on vit dans l'adversité, comme ça a été mon cas pendant 40 ans. Nous avons quand même, nous, au Front National, vécu dans l'adversité. Mais il est sûr que quand vous faites une carapace contre les coups, cette carapace a tendance à être présente en permanence et que de temps en temps, il faut savoir aussi briser la carapace pour montrer un peu plus de soi, de ses sentiments. Je vous avoue que ça n'est pas tout à fait naturel chez moi. Oui, mais alors par exemple, ça peut être quoi? Parce que vous dites, c'est pas montrer ma famille, c'est pas montrer. Alors c'est quoi montrer ses sentiments? C'est montrer que vous pouvez vous émouvoir devant telle ou telle chose? C'est montrer quoi? Oui, ça veut dire effectivement être capable parfois peut-être de montrer des sentiments et de laisser percer la femme sous la dirigeante. Parce que votre père a dit dans son discours d'adieu, d'ailleurs, il a dit « Un chef n'a pas le droit d'avoir les mains molles ». Et puis il disait aussi « Marine, elle est gentille, mais un FN gentil, ça n'intéresse personne ». Alors voilà, donc là on mélange. Alors expliquez-nous comment, alors aidez-nous à pas mélanger. Complètement dans deux circonstances qui n'ont strictement rien à voir. Non mais qui se rejoignent un petit peu. Mais non, pas du tout, parce que cette première phrase était une phrase qu'il a prononcée quand nous étions fâchés, vous savez bien, en 2005. On va y revenir. Et où la question de la dédiabolisation se posait, est-ce qu'elle était utile, est-ce qu'elle n'était pas utile. Bon, il était fâché après moi, donc je pense que c'était un petit tacle à mon égard. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il était tout à fait de bonne foi quand il disait Front gentil. Mais non, parce que mon objectif n'a jamais été de faire un Front National gentil. Je veux dire, je ne veux pas être la tête des bisounours, moi ça ne m'intéresse pas. Vous faites des coups d'éclat, vous aimez les affrontements. On en a vu qui ont marqué favorablement votre parcours. Il y en a quand même eu un qui a été dans l'image et qui reste comme un raté, un gros raté. On le revoit d'ailleurs souvent dans les reportages, les sujets, etc., comme étant le moment qui a, dit-on, terni votre image, parce que ça a montré un autre François Bayrou. Vous savez de quoi je veux parler, je vais rappeler pour les téléspectateurs. Donc c'est une altercation avec Daniel Cohn-Bendit en 2009, en pleine campagne européenne. À l'époque, vous êtes au coude à coude dans les sondages. Bon, ce ne sont que les sondages, mais ça a peut-être son importance. Beaucoup de tensions sur le plateau. Je vous propose de revoir les images avec un petit commentaire d'un psychanalyste, philosophe, spécialiste du langage, Jean-Pierre Winter. Et Sarkozy, il dit, Monsieur Cohn-Bendit,
parce qu'il l'avait interpellé. Moi, je vous connais depuis longtemps. On se téléphone souvent. Je ne peux pas en dire autant. On se téléphone souvent. Vous êtes venu déjeuner 3 fois à l'Élysée. En tant que président, du groupe, avec tous les présidents, dont le président de ton groupe. Vous sentez-vous mal? Je me sens pas mal, je trouve ça ignoble de ta part, parce que tu sais exactement ce qu'il se passe quand on est président de groupe. Tu as été député européen, tu sais ce que c'était. Et ce genre de jeu, devant les citoyens, eh bien mon pote, je te dis, jamais tu seras président de la République. Très bien. Parce que tu es trop minable. Très bien. Trop minable. Je ne suis pas sûr que vous puissiez, vous, employer le mot ignominie. Si. Je peux, parce que ça fait partie du langage. Parce qu'il y a un certain nombre d'ignominies que vous, Daniel Cohn-Bendit, n'avez pas hésité à porter. Par exemple. Point à la ligne. Par exemple. Point à la ligne. Par exemple. Par exemple, je trouve ignoble, moi, d'avoir poussé et justifié des actes à l'égard des enfants que je ne peux pas accepter. C'est sûr que tu viens là-dessus. Alors, on se téléphone souvent. Vous voulez répondre? On se téléphone souvent. C'est une vieille histoire que tout le monde a Vous êtes venu déjeuner 3 fois à l'Élysée. Certes, une fois, vous êtes arrivé en retard. On remarquera quand même que Daniel Cohn-Bendit le tutoie, alors que lui continue à le vouvoyer. Pour mettre de la distance. Pour mettre de la distance, mais que du coup, Daniel Cohn-Bendit apparaît comme celui qui joue franc jeu. Je te tutoie, on se tutoie d'habitude. On se tutoie d'habitude, pas de raison là que devant les téléspectateurs, on joue la comédie. Donc du coup, il apparaît comme un comédien. Et je pense que ça doit participer en partie à son malaise. Et quand on est mal à l'aise, on va chercher dans les fonds de tiroir de quoi se défendre. Et là, pour le coup, c'est assez malheureux. C'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre du personnage et du rôle que François Bayrou se donne. Oui, vous voulez dire que là, il est dans un registre qui n'est pas le sien habituel, qui se laisse quoi? Vous pensez qu'il se laisse déborder? Parce que la question qu'on s'est beaucoup posée, alors après la réponse n'est pas forcément évidente à trouver, c'est est-ce que c'était une stratégie? Est-ce qu'il avait décidé finalement de l'attaquer là-dessus en disant je vais marquer des points? Ou alors est-ce qu'il s'est laissé emporter par l'émotion, l'autre effectivement qui l'agresse un peu, t'es un minable, et c'est l'impulsion, quoi. Voilà, c'est toute la question. Oui, bon, je n'en sais rien. Je ne sais pas si c'est calculé ou pas. Il n'y a aucun moyen de le savoir, sauf si François Bayrou lui-même nous le dit. Mais ce qui m'apparaît certain, c'est qu'il est mal à l'aise. Il est très mal à l'aise. Comment vous voyez qu'il est mal à l'aise? Je le vois à sa rhétorique qui change, justement. Un changement de rhétorique. Tout d'un coup, il passe dans un registre qui n'est plus du tout celui auquel il nous habituait. Et de l'allusion d'ailleurs, parce qu'il est dans l'allusion. Quand il parle de ce livre, il fait une allusion. Il faut que Cohn-Bendit lui demande 2 ou 3 fois, avec insistance, de cesser d'être allusif pour qu'il prenne la décision de le dire, ce qui laisse penser que ce n'était pas si calculé que cela. Voilà, les images, une interprétation. Ouais, Qu'en pensez-vous? C'est assez juste ce que M. Winter a dit, c'est assez juste. C'est-à-dire que je me suis laissé entraîner dans une colère et il ne faut pas. Ah, c'est donc la colère. Parce qu'il vous a provoqué, en fait. Enfin, vous l'aviez dit. Provoqué, insulté. Insulté, d'accord. Et cette image, donc alors, bon, je rappelle, parce que c'est vrai que c'est très... Vous êtes dans l'allusion, c'est ça qui est surprenant, en fait, hein, quand on a l'impression que vous êtes d'habitude quelqu'un de très clair, qui dit les choses clairement. Là, vous êtes dans l'allusion. On ne comprend pas exactement à quoi vous faites référence. Alors, je le rappelle très brièvement, c'est un livre où Daniel Cohn-Bendit revendiquait des comportements ambigus à l'égard des enfants, un livre sorti en 1975 sur lequel il avait déjà fait un mea culpa, une amende honorable, en disant que c'était de la provocation, donc a priori une vieille affaire. Et c'est vrai que quand on voit ce plateau, on se dit il y a 2 agresseurs finalement. Enfin, vous qui l'agressez, ce qu'on a retenu, lui vous agresse aussi. Pourquoi, finalement, selon vous, l'histoire a retenu que c'était vous l'agresseur et pourquoi cette séquence vous a autant nui? Parce qu'on peut quand même dire que ça a été un moment, ça a été un... Ah oui, ça arrive qu'il y ait dans la vie des moments qui sont mal interprétés ou surinterprétés. Bon, c'est comme ça. Mais, et j'imagine que vous y avez repensé, vous en avez tiré des leçons, des enseignements. La principale leçon, c'est qu'il ne faut jamais se laisser entraîner dans une colère. La colère est mauvaise conseillère dans la vie, et en politique en particulier, et dans les débats encore plus. Il faut être le plus de sang-froid possible.
Et il arrive que, quelquefois, et c'est toujours une faute, on ne soit pas de sang-froid. Et là, c'est vous qui avez manqué de sang-froid ou c'est Daniel Cohn-Bendit qui a l'art de faire sortir les gens de leur gonds? Est-ce que c'est une situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé avec d'autres? Les deux, mon général. Les deux? Oui, je pense que Cohn-Bendit est volontiers provocateur. Il le fait ça bien, d'ailleurs. Et que moi, il m'arrive d'être un peu épidermique comme ça. Vous dites, je me suis mise en colère, ça a été une erreur, je me suis laissée effectivement un peu déborder par mon émotion. Ça a montré, c'est aussi pour ça peut-être que ces images continuent à marquer un François Bayrou qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais vu. Voilà. Mais et s'il était vraiment comme ça, c'est un peu la question qu'on peut se poser. Vous répondrez quoi? La question, monsieur, est-ce que vous êtes un gentil? La réponse est non. On l'a vu. D'accord. Est-ce que vous êtes un colérique? Vous dites oui, mais maintenant je fais très attention. Je ne suis pas un colérique, je ne pense pas qu'on puisse me définir comme ça, mais disons que parfois je le sens bouillant. Et ceci, encore une fois, il ne faut pas que ça ait sa place dans la politique. Bon, et puis ça explose quelquefois. D'accord, mais là ça n'explosera plus, vous avez dit. D'accord. Donc finalement, par rapport à ce que vous avez dit sur le moment, j'assume quand je suis en colère, moi j'y vais, enfin, je ne regrette rien, je ne pratique pas la politique des regrets. Ce que vous aviez dit le lendemain de cet événement, aujourd'hui vous êtes... Non, je ne pratique pas la politique des regrets. Je ne pratique pas la politique des regrets, mais vous dites quand même... Non, je dis qu'il ne faut pas se mettre en colère. Il faut pas en général, et sur un plateau de télévision, parce que la colère vous affaiblit. Vous diriez en particulier sur un plateau de télévision? Oui, sur un plateau de télévision, vous avez des millions de spectateurs. Alors évidemment, c'est pas tout à fait comme si vous êtes au coin de la rue, hein. D'accord. Voilà, ou bien enfermé dans votre chambre. Faites attention, il y a des caméras partout aujourd'hui. En train de casser un verre. Donc on l'a vu, hein, septembre 2005, tout baigne pour vous au sens propre comme au sens figuré du terme. Et puis début 2006, eh bien patatras, puisque donc vous lancez le CPE, hein, donc contrat première embauche, je précise, je le rappelle, avec une période d'essai de 2 ans pour les jeunes. Après 3 mois de bras de fer, Jacques Chirac et vous-même retirez le projet. Alors on va pas reprendre toute la séquence du CPE, mais seulement la fin, le retrait, votre entre guillemets mea culpa, commenté par le psychanalyste et spécialiste du langage Jean-Pierre Winter. En arrivant ce matin à l'Élysée, Dominique de Villepin sait déjà que le CPE est mort. Il ne reste plus qu'à gérer l'enterrement officiel. Une formalité, car tout a été décidé ce week-end. D'abord, la réunion à l'Élysée. Elle commence à 9 h, autour de Jacques Chirac, les principaux responsables politiques du dossier. Les échanges ne durent pas longtemps, 1 heure à peine, puis c'est le communiqué officiel du président. Jacques Chirac annonce le remplacement du CPE par un dispositif en faveur des jeunes en difficulté. Quelques minutes plus tard, c'est au tour du Premier ministre. Une intervention en direct de Matignon. Sur fond de mea culpa, Dominique de Villepin confirme la mort du CPE. J'ai voulu agir vite, parce que la situation dramatique et le désespoir de beaucoup de jeunes l'exigent. Cela n'a pas été compris par tous. Je le regrette. Donc j'ai voulu aller vite, je n'ai pas été compris, je le regrette. C'est son mea culpa. Est-ce que c'est un vrai mea culpa ou pas? Moi, je n'appelle pas ça un mea culpa. Mea culpa, c'est quand on fait savoir ce qu'on se reproche. Là, il fait savoir ce qu'il reproche à ceux qui ne l'ont pas compris. Donc, c'est loin d'être un mea culpa. C'est presque un acte d'accusation. Il y a un fond d'amertume, quand même, dans l'affaire. C'est-à-dire, on m'a savonné la planche, c'est ça que ça veut dire. Hein. Si vous aviez essayé de comprendre... Alors, à qui il s'adresse? Voilà, en fait, pour moi, la vraie question, là, ici, c'est celle-là. Je ne pense pas qu'il s'adresse à l'opposition, pas plus qu'à ceux qui sont descendus dans la rue. Il s'adresse à ceux qui auraient dû le soutenir et qui ne l'ont pas soutenu. C'est-à-dire aux institutions et puis au gouvernement. Et donc, probablement aussi à Jacques Chirac lui-même. Hein. Ah bon? Oui, parce que qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit vous n'avez pas eu la patience d'attendre que les choses se mettent en place.
qui avait le pouvoir de temporiser et de faire que les choses se mettent lentement en place? Le président de la République. Et dans la manière de parler de lui, finalement, ça nous dit quelque chose sur lui ou pas? Sur la posture politique, oui, c'est toujours cette façon de se présenter comme quelqu'un qui n'est pas soutenu par ceux qui ont la vocation institutionnelle et politique à le soutenir. Donc l'avantage d'être un électron libre, c'est qu'effectivement on n'est pas soumis aux diktats de groupes, mais l'inconvénient, c'est que le groupe, lui aussi, est libre. C'est-à-dire que si vous êtes libre par rapport à un groupe, le groupe est libre par rapport à vous. Et donc après, vous avez beau jeu de vous plaindre, de ne pas être soutenu par ceux que vous ne soutenez pas, en tout cas pas corps et âme. Donc il a raté... mais c'est peut-être tout à son honneur, hein. C'est pas du tout critique de ma part. Hein. Il a raté une espèce de fusion avec le groupe, avec la droite, avec le groupe UMP. Alors j'imagine que c'est pas des images que vous revoyez tous les jours. Là, ça date un peu. En les revoyant, effectivement, vous avez le sentiment d'avoir fait un mea culpa. Est-ce que c'était un mea culpa ou est-ce qu'au contraire vous étiez dans une période d'amertume parce que vous sentez effectivement que ça marque la fin des réformes que vous aviez entreprises? Pour être tout à fait franc, ce jour-là, je ne suis ni dans l'un ni dans l'autre. C'est trop tôt pour un mea culpa et ce n'est pas de l'amertume. Je prends acte. Je prends acte d'une situation et je trouve que l'analyse qui est faite par M. Winter est tout à fait juste. Alors, si vous dites son analyse est très juste, vous dites aussi du coup qu'il a raison de faire l'hypothèse que finalement ceux à qui vous faites plus ou moins le reproche de ne pas vous avoir soutenu, c'est pas tant l'opposition, mais plutôt le gouvernement et éventuellement Jacques Chirac. C'est pas faux, non, c'est pas faux du tout. Il y a deux moments dans ma vie de Premier ministre où, avec les marges de manœuvre très limitées que peut avoir un Premier ministre vis-à-vis de sa majorité, j'ai marqué, non pas de l'amertume, mais de l'impatience vis-à-vis de certains comportements que je trouve politiciens dans des moments où il ne faut pas en avoir. C'est à l'occasion du CPE et la deuxième fois, mais c'est un peu lié, c'est quand, répondant à une question de François Hollande, je me suis emporté parlant de lâcheté et manifestement, quand on regarde cette séquence, ce n'est pas à François Hollande que je pense. Je dénonce, Monsieur Hollande, la facilité et je dirais même, en vous regardant, la lâcheté qu'il y a dans votre attitude. Je le redis, la lâcheté. Alors vous pensez à qui alors? Je pense davantage à la partie droite de l'hémicycle. Et il se trouve que la question que pose François Hollande me ramène en mémoire les moments douloureux des dernières semaines, mais clairement dans mon esprit, ce qui n'a pas été possible a surtout pas été en raison des positions ou des divisions de ma propre majorité. Vous savez, c'est intéressant l'histoire du CPE. Le premier blocage auquel je me suis heurté, avec un soutien très très fort de la part des PME, c'est le MEDEF. C'est quand même extraordinaire. Et le deuxième blocage... Ça veut dire que le MEDEF est contre vous, quoi, en clair? Le MEDEF est contre moi, ou ça veut dire qu'il est avec un autre. Oui, contre vous parce qu'avec un autre, avec Nicolas Sarkozy. Et la fronde ou la résistance organisée par Nicolas Sarkozy dans la contre-offensive parlementaire, parce que c'est un maître dans ce jeu-là, qui a permis à Nicolas Sarkozy de renouer directement avec les syndicats, voire d'en inciter certains à continuer de manifester ou de manifester plus bruyamment, a définitivement marqué l'échec de ce CPE. Quand même, Nicolas Sarkozy, on a revu des images en préparant l'émission dans l'hémicycle, il propose une espèce de compromis, un CPE à laisser pendant 6 mois. C'est ça que vous appelez, vous savonnez la planche? Oui, non. Il faut reprendre la séquence depuis le départ. Nicolas Sarkozy est la première personne au gouvernement à qui je me suis ouvert de ce projet. Et la réaction de Nicolas Sarkozy a été d'une clarté extrême. C'est une excellente idée. C'est une excellente idée, mais jamais Jacques Chirac ne vous laissera l'appliquer. Et sa surprise, c'est que Jacques Chirac a accepté de donner son feu vert. Ceci dit, puisque maintenant on peut faire un mea culpa. Oui, voilà, j'allais dire, parce que là, c'est le et depuis, je l'ai fait.
j'ai fait preuve de trop de précipitation. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi? Tout simplement parce que quand vous êtes Premier ministre pendant 2 ans et que vous êtes confronté à quelque chose d'aussi grave que la crise des banlieues, vous vous dites « il faut faire quelque chose ». Donc je ne me suis pas résigné. Vous voyez, on est victime de son parcours, de son tempérament. J'étais indigné devant cette situation, j'ai voulu agir. Alors, j'aurais sans doute... Vous auriez dû faire quoi alors? Ah ben j'aurais dû faire comme le font tous les bons politiques. Ah bon, vous dites que vous en êtes pas un, alors vous voulez... J'en suis pas un. J'aurais dû faire comme tout le font les bons politiques. C'est-à-dire que j'aurais dû ne rien faire. C'est pas vous. Ah bon? J'aurais dû ne rien faire. Mais vous savez, ceux qui rapportent le plus en politique, c'est de ne rien faire. Ceux qui font les carrières les plus formidables en politique, les plus longues, les plus durables, mais là, c'est pas ma culpa ce que vous faites, parce que vous dites finalement j'aurais dû faire ce que je trouve indigne. Oui, mais j'aurais dû ne rien faire, attendre, capitaliser politiquement, passer peut-être le cap de l'élection, et en position de force. Parce que vous n'êtes pas en position de force quand vous êtes à la fin d'un quinquennat, le dernier Premier ministre. Le cap de l'élection, choisir le moment. Ça veut dire vous faire élire. Me faire élire, choisir le bon moment pour, là, engager une épreuve de force et la gagner. Le Premier ministre, à un moment donné, il est malgré tout dépendant d'un président de la République qui était dans une situation de vulnérabilité à ce moment-là. Après l'échec du référendum sur la Constitution européenne et la fin de mandat. Et surtout après son accident vasculaire, ses inquiétudes personnelles sur la fin de son mandat, et donc plus sensible à ce que pouvait lui dire Nicolas Sarkozy, voire son entourage immédiat, qui pouvait le porter à se dire « évitons un combat de plus ». Ah oui, d'accord. Et donc vous dites, parce que là, c'est intéressant, donc bon... C'est là où se noue toute la fin du mandat de Jacques Chirac. C'est là où se noue l'équation présidentielle. C'est là où, quelque part, Jacques Chirac abandonne ou passe le témoin à Nicolas Sarkozy. À Nicolas Sarkozy, oui. Il accepte ce qu'il n'avait pas accepté en vous nommant, puisque vous l'avez dit, il voulait que vous soyez candidat à la présidentielle. Et il le fait à chaud, sans l'avoir évoqué avec nous, sans l'avoir évoqué avec Jean-Louis Debré, sans l'avoir évoqué avec les uns et avec les autres. C'est-à-dire que ça se passe dans la tension, dans la pression, dans le rapport de force. Y compris entre lui et Nicolas Sarkozy. Vous dites effectivement, j'aurais capitalisé, dynamique, je me serais fait élire, début de mandat, pof, je faisais mes réformes. Ce film, vous l'êtes souvent refait en vous disant... Jamais. Non, parce que c'est pas mon tempérament. Non, je le fais parce que vous me proposez de le faire. C'est la première fois que vous le faites. Je le fais devant vous parce que j'essaye de me dire quel autre scénario aurait été possible. Mais c'est pas mon tempérament. Bon, écoute, c'est ça le mot de la fin. Comment, je vous fais pas rire? Là, si, j'ai réussi tout à l'heure. Si, ça y est, voilà, ça y est, vous me faites rire parce qu'évidemment... On va se marrer là. Je sens ça. Alors, il sait qui c'est celle-là. Il sait qui c'est celle-là, voilà. Bon, il y a un petit cœur... Il n'a pas dit techno. Non, il n'a pas dit réservé. Il a dit réservé. Ça me va mieux. Ça vous va mieux. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli.